Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Nous allons retrouver aujourd'hui Benoît Schoenbrood qui va nous parler de Madeleine. Alors Madeleine, c'est la jeune fille qui est juste derrière nous, mais plus principalement de l'artiste Priva Livemont pour la deuxième fois, mais on va découvrir d'autres facettes de cet artiste connu et en même temps méconnu des Bruxellois. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Toujours bien. Oui. Alors, on va continuer à parler de Priva Livemont. La fois dernière, nous étions à la Maison de la Francité. Est-ce que tu peux rappeler en deux mots qui est Priva Livemont. Ce peintre? Oui, j'allais dire ce peintre, mais ici, on va voir des graphites. Alors, c'est un artiste complet et pluridisciplinaire. Voilà, il a touché un peu à tout. Donc, Oui. on a vu des peintures décoratives, des graphites. Il faisait aussi des affiches, des tentures, des dentelles, des vêtements, des coiffes, des illustrations pour des magazines. Donc, il touchait un peu à toutes les disciplines. Priva Livemont, aussi connu à l'époque que Mucha à Prague, Voilà. et pourtant ici assez méconnu. Enfin, du grand public en tout cas, pas de toi. Et justement, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je pense qu'il est important de parler autre chose que de Victor Horta, si on veut parler d'Art Nouveau. Parlons également de ceux qui ont décoré, Voilà. et donc ici, Priva Livemont. Alors, on est ici à l'école Josaphat à Schaerbeek, qu'on appelait à l'époque un palais scolaire. Voilà. Donc, les pouvoirs organisateurs ont voulu vraiment créer ici ce qu'il y avait de plus moderne. Oui. Donc, on est dans un complexe scolaire qui allie une école primaire dans laquelle on est Oui. et qui communique avec une école industrielle où venaient des ouvriers prendre une formation complémentaire pour évoluer dans les arts décoratifs. Et donc, on est en 1907 Oui. dans un complexe qui est vraiment un palais puisqu'on y trouve plusieurs préaux intérieurs. On y trouvait une piscine, Oui. un gymnase, une salle de conférence et une salle de bibliothèque où nous sommes, qui est la bibliothèque d'origine. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était la plus belle école d'art nouveau au monde. Je le pense. Je le pense parce que c'est en Belgique finalement qu'on trouve les premières traces de l'art nouveau, dès 1893 avec Horta. Oui. Et que très vite s'ensuit toute une ébullition, une émulation. Et on a rarement vu ici en Belgique avoir un tandem aussi réussi entre architectes et peintres décorateurs. Donc ça s'est vérifié avec Paul Ancart et Adolphe Crespin. Et ça se vérifie ici dans le tandem Henri Jacobs, élève d'Horta, comme architecte, et Priva Livemont comme décorateur. Et on arrive à une telle complémentarité entre les deux que ça en devient quelque chose de tout à fait unique. À la Maison de la Francité, on a parlé principalement du côté peintre de Priva Livemont. Ici, on va parler d'une autre facette de son art, qui sont les sgraffites. Les sgraffites, oui. Donc il y en a un peu partout dans l'école ici. C'est quoi la différence entre un sgraffite et une peinture? Le sgraffite est plus proche de la fresque. Oui. Donc c'est une technique de décoration murale intérieure et extérieure très ancienne, qui est redécouverte au XVe siècle, et puis à la fin du XIXe par Xavier Mellery et par Henri Baas, qui va faire des émules. Adolphe Crespin étant le premier à faire le premier sgraffite Art Nouveau à Bruxelles sur la façade d'Ancart rue de Fax, et Priva Livemont embrayé un peu plus tard, aux alentours de 1900. Et donc c'est un enduit de ciment noir sur lequel on va mettre de la chaux blanche, en résumé, et puis on va faire un tracé en creux et appliquer des couleurs par projection. Voilà, ça c'est vraiment très très résumé. Mais donc c'est un procédé qui a survécu plus d'un siècle, puisque énormément de maisons du centre-ville sont encore ornées de sgraffites. Mais ici l'intérêt c'est qu'on a des sgraffites d'intérieur qui sont donc très peu dégradés, qui n'ont pas subi les intempéries. Alors effectivement, donc on peut voir sur les images un préau intérieur avec de superbes sgraffites rouges, tendance rouge,
qui représente en fait Mais en fait, quand on lit dans les archives communales, on voit que la volonté, il y a d'ailleurs un texte un petit peu surréaliste où on dit il faut apprendre aux élèves le beau, le vrai, le pur. Donc il y avait un désir avoué que l'art soit un agent de conditionnement des esprits et d'apprentissage du savoir. Et il va essayer de faire dialoguer dans ces graphites avec l'architecture qu'il y a tout autour, les ferronneries de Jacobs, etc., la brique également, sur base de 2-3 couleurs de base seulement. Et donc on a dans le préau notamment des ensembles de masques féminins, où on voit juste une tête de femme réduite à un masque, c'est l'influence aussi du japonisme, qui est compressée par des arcs qui sont des enroulements de feuilles de chicorée, doublé d'inflorescences de marguerites stylisées. Et là-dessus, il y a des fonds vermillons, il y a des fonds jaunes, des fonds bleus, des fonds verts. Ça dépend dans quelle partie de l'école on se trouve, si on est dans les couloirs, dans les préaux, sur les murs également. Il y en a vraiment partout. Ah, il y a sur le plafond aussi, plutôt jaune alors, là-bas? Oui, là c'est plutôt les feuilles de chicorée et les marguerites qui sont réutilisées, mais dans des couloirs d'entrée, on voit beaucoup d'abeilles et des ruches, qui était le symbole du travail. Plutôt gris, couleur grise. Oui, ou des bleus ou des verts. Donc on vient à l'école pour travailler. C'est ça. Voilà. Donc c'est montrer l'abeille, c'est la travailleuse. Voilà. Donc toi aussi, élève, tu dois travailler. Et être imprégné des valeurs artistiques suprêmes, etc. Et puis tout est bien ordonnancé. Il y a des graphites qui annoncent le bureau de la direction, du concierge, le coin refuge, etc. Donc tout est bien organisé, tout est bien pensé. Alors, on a encore une petite surprise pour nos amis derrière l'écran, parce qu'on est allé au centre-ville. Voilà. Et je suis très content que tu m'aies amené là-bas, parce que si j'ai fait l'émission, je dis toujours quand on me demande pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une émission sur l'architecture, c'est pour apprendre aux Bruxellois à regarder là où ils marchent, mais pas regarder là où ils marchent par terre, mais à regarder là où ils marchent en regardant, en levant les yeux. Et alors nous sommes allés rue du Marché... Rue Marché au Poulet. Oui. Rue Marché au Poulet, où il y a effectivement une salle de jeu qui s'appelle le Golden Palace. Alors on voit la salle de jeu, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a bien levé les yeux pour regarder là... La grande maison de Blanc. C'était donc fin du 19e, début 20e, vraiment le magasin où toute la bourgeoisie se rendait pour bien s'habiller. C'est ça. Et où on trouvait de tout, des mouchoirs, des dentelles, des costumes, 3 pièces, des chemises, tant pour hommes que pour dames d'ailleurs, toute la fine lingerie également. Alors on pense que le passage Saint-Honoré n'existait pas encore à l'époque, donc que le magasin se poursuivait comme ça. On peut alors imaginer avec la nouvelle restauration à quoi pouvait ressembler ce grand magasin, parce que c'est quand même assez grand. Et on a aussi alors au-dessus des mosaïques, je ne sais pas comment appeler ça. Mais à hauteur du 2e étage, on a des grands panneaux en céramique. En fait. Des grands panneaux en céramique, à nouveau de Privat-Livemont. Voilà, ils ont été dessinés par Privat-Livemont et exécutés à Bosch-Kéramis La Louvière. Oui. Et ils sont au nombre de 10. Il y a d'abord 8 tableaux qui représentent tous les arts en rapport avec la préparation des vêtements. Oui. Donc la soierie, la rubannerie, les corsets, la bonnetterie, enfin tout ça. Et puis on a 2 allégories, celle de l'industrie et du commerce qui ont des casques ailés. Ah oui, c'est ça. Mais les dessins sont très beaux parce qu'ils témoignent vraiment d'un air à la mode à l'époque sur une façade lourdement éclectique, mais on a un air à la mode très moderne, très art nouveau, avec une influence très forte du japonisme puisqu'on a chaque fois des branches de cerisier en fleurs à l'arrière. Et alors il va utiliser tous les plis des vêtements, des fils de soie, etc. pour faire des arabesques, des plis brisés, etc. qui sont vraiment de toute beauté et qui nous plongent vraiment dans l'art nouveau en plein. Un autre aspect de Privat-Livemont, c'est également une autre facette. Ce sont les toiles marouflées qui faisaient, dont je pense tu as un très bon exemple à Rodebeek à nous montrer. C'est quoi? C'est un mur gigantesque qu'il a fait? Oui, donc c'est une toile de 5 mètres sur 12 qui représente de nouveau des scènes où on enseigne à des jeunes filles la lecture, la bonne éducation, etc. Le travail, le sens des valeurs de l'époque.
Très moralisateur. Hein, c'est assez moralisateur, peut-être pas lui-même, mais en tout cas ce qu'on lui demandait de faire, oui. parce que sinon lui-même avait une vie assez trépidante et assez mouvementée. Donc tu voulais rajouter quelque chose sur la toile marouflée de Rodebeke, oh oui, c'est qu'elle est faite en réalité très tardivement, en 1921. Or, quand on la voit, on a vraiment l'impression d'être encore dans l'Art nouveau. C'est-à-dire qu'il est resté fidèle à ce qui avait fait son succès entre 1894-95 et la guerre, et n'en est plus jamais sorti. Donc, comme s'il était resté enfermé dans ce monde idéalisé d'un art nouveau beau et épuré, et qu'il s'était refusé à intégrer tous les courants artistiques qui avaient suivi après la guerre. Et il va le faire jusqu'à ses derniers jours. Il va continuer à peindre des fleurs, des femmes, comme il le fait depuis 20, 30, 40 ans. Merci Benoît, et merci à bientôt. Merci à toi, à bientôt.